Voilà, si ces séquences de combat existent bien, il faut savoir qu'elles ne sont pas le reflet de ce qu'il se passe sur toute la ligne de front, évidemment. Pour en parler, on est avec Hélène Bonnet. Bonjour Hélène, bonjour. Journaliste internationale LCI. Vous étiez il y a encore quelques jours aux États-Unis pour couvrir l'élection américaine. Vous allez pouvoir nous en parler. Vous êtes très régulièrement envoyé en Ukraine aussi pour suivre ce qui se passe sur cette guerre. Merci d'être avec nous. On est aussi avec Guillaume Roquette. Bonjour Guillaume, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et le colonel Michel Goya. Bonjour colonel. On le rappelle, vous êtes consultant militaire LCI et historien, et on est ravis de porter le bleuet de France. On le rappelle, c'est un hommage aux anciens combattants, aux veuves, aux orphelins de la guerre. Donc voilà, sur LCI, vous allez le voir tout au long de la journée notamment. On va entendre d'abord des soldats ukrainiens inquiets parce qu'ils ont des raisons de l'être. Mais regardez d'abord juste cette carte de Warmapper qui fait partie des centres de cartographie les plus rigoureux qui travaillent sur la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine fait une percée sans précédent. Regardez ces chiffres, vous avez peut-être pu le constater sur le terrain d'ailleurs, Hélène, mais l'armée de Vladimir Poutine a conquis plus de 540 km² de territoire ukrainien, et on n'avait pas vu ça depuis mars 2022. C'est vrai que ces derniers mois, cette avancée, elle s'est accélérée. On a beaucoup parlé pendant longtemps de grignotage. Alors c'est un grignotage qui s'est fait beaucoup plus rapidement, mais on a vu des villes d'ailleurs ces dernières semaines tomber, comme Vuhledar, qui avaient tenu pendant très longtemps. Néanmoins, il faut quand même dire qu'il n'y a pas d'effondrement du front. Les Ukrainiens continuent de tenir, mais effectivement, ça devient de plus en plus difficile, et peut-être qu'on en parlera. Ces avancées russes se font au prix de beaucoup de pertes. C'est vrai que c'est ce que disait Hélène, colonel. Il n'y a pas d'effondrement du front. Malgré tout, ça ne veut pas dire que la situation est positive pour les Ukrainiens. Non, bien sûr. Alors, il faut rappeler quand même 500 km² en combien, mars-avril, 5 mois, c'est... En seulement... En octobre, rien qu'au mois d'octobre, oui. Il y a 540 km². Oui, mais ça veut dire qu'il faudra quasiment 1 an pour conquérir l'équivalent d'un département français, quoi, hein. Donc ça reste malgré tout minime. Là, maintenant, oui. Il y a 2 phénomènes. D'abord, ça s'accélère, et puis 2, c'est constant. Alors ça peut s'accélérer aussi parce que les Ukrainiens ont peut-être, même c'est certain d'ailleurs, décidé de ne plus forcément combattre pied à pied, mètre par mètre pour tout tenir, mais qu'ils peuvent lâcher éventuellement, plutôt que d'attendre de se faire bombarder, se faire écraser, de lâcher quelques kilomètres carrés de vide, parce que tout ça, c'est 540 kilomètres carrés, c'est du vide qui ont été conquis par les Ukrainiens, par les Russes, qu'il n'y a pas rien d'essentiel là-dedans. Ce qu'il faut défendre absolument, c'est les grandes métropoles, c'est Pokrovsk, c'est Kramatorsk. Ça, oui, ça, c'est des objectifs importants. Le reste, finalement, ça peut attendre, et peut-être qu'on a aussi du côté ukrainien une stratégie un peu défensive. On s'appelle ça défense active. Hein. Donc on laisse du terrain, mais on gagne du temps, et on essaie d'infliger le maximum de pertes russes en échange. Et puis on se dit que voilà, l'hiver arrive, enfin la météo va se dégrader, les opérations vont ralentir, et que voilà, ça laisse peut-être du temps en attendant des jours meilleurs qui viendront peut-être. Donc oui, il y a cet aspect, c'est assez négatif. Psychologiquement, c'est toujours aussi pénible d'être obligé de reculer en permanence, de subir, de ne pas avoir le sentiment de pouvoir donner des coups véritablement aux Russes. Mais c'est pas, la situation, elle n'est pas non plus, stratégiquement, elle n'est pas dramatique. Pour ceux qui sont toujours sur le front, tout est toujours dramatique. Mais au niveau stratégique, c'est pas, la situation n'est pas dramatique pour les Ukrainiens. Guillaume Roquette, on sait depuis quelques mois déjà qu'il y a un essoufflement du soutien apporté à l'Ukraine. Est-ce que justement ces mauvaises nouvelles, de montrer que ça se passe mal sur le terrain, est-ce que ça donne encore envie d'aider à nouveau l'Ukraine? Je me mets à la place de certains alliés, de certaines populations aussi qui sont fatiguées de cette guerre, de dire bon, de toute façon ça va mal, c'est une petite musique qui monte, à quoi bon? C'est aussi ce qui peut ressortir. Oui, bien sûr, c'est un danger. D'ailleurs, quand vous voyez les déclarations de Olaf Scholz, le chancelier allemand, l'Allemagne est l'un des principaux soutiens financiers et militaires à l'Ukraine. Et Scholz a annoncé que l'année prochaine, le montant de l'aide à l'Ukraine serait divisé par 2. Je pense que même si ça ne représente pas grand-chose, effectivement, je suis d'accord avec Michel Goya, ce qu'ont pris les Russes, c'est 0,5% de l'ensemble de ce qu'ils ont conquis. On peut dire aussi que, d'un côté, les Russes ont grignoté
grignoté un peu en Ukraine, mais les Ukrainiens ont grignoté aussi un peu vers Koursk. Peut-être qu'on en reparlera. Et que donc, globalement, tout ça s'équilibre. Moi, je pense que la leçon, c'est pas que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. La leçon, c'est que le front ne bouge pas. Et que malgré l'importance de l'aide militaire apportée par les Occidentaux d'un côté, malgré l'importance de l'autre côté de l'engagement russe avec les 3 millions d'obus fournis par la Corée du Nord, avec les effectifs peut-être qui viennent renforcer, eh bien, on n'arrive pas à en sortir. Et donc je pense que c'est plutôt ça, l'idée dominante, c'est de dire, va bien falloir qu'on se parle, parce que malheureusement, pour les Ukrainiens, ils n'arrivent pas à repousser les Russes, et de la même façon les Russes n'avancent que marginalement en Ukraine. Mais on le verra, peut-être que tout repose aussi sur un autre envoi d'armes, un autre paquet d'aide, et puis notamment des autorisations que les Ukrainiens attendent depuis longtemps, notamment le feu vert, celui de pouvoir aller frapper directement la Russie sur son territoire. Juste, je rebondis sur ce que vous disiez aussi, colonel Goya. On voit ces images justement où l'Ukraine est à l'offensive, où elle est en train de tirer sur des chars russes. Pourquoi est-ce qu'elle envoie des images comme celle-ci, même si elles ne sont pas vraiment représentatives de ce qu'il se passe sur toute la ligne de front? Parce que justement, ils ont besoin de dire, on en est capable, regardez ce qu'on peut faire comme dégâts. Il faut toujours donner des victoires. Les victoires, ça maintient l'espoir. Oui, mais il n'y en a plus des victoires depuis. Si, c'est des petites victoires, ce sont des micro-victoires, si vous voulez, mais ça entretient le moral, ça montre que voilà, on tient, on résiste, on donne des coups. Vous notez au passage d'ailleurs qu'on tire sur des véhicules à distance, on est dans une guerre qui est quand même sur les espaces un peu plus grands. On fait toujours le parallèle, en ce 11 novembre, on fait toujours le parallèle entre ce conflit et la Première Guerre mondiale, les tranchées, etc. Là, on n'est pas dans les tranchées. Vous notez que ça bouge, ça recommence à bouger. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, les Ukrainiens seront capables d'infliger des pertes. Et c'est ce qu'ils essaient de montrer aussi. Ils essaient de montrer, voilà, nous, peut-être qu'on recule, mais ils payent très cher. Les Russes le payent très cher, et peut-être qu'au bout du compte, ce sont eux qui s'usent plus que nous dans cette affaire. En tout cas, c'est l'espoir qu'ils ont. Mais il faut toujours montrer effectivement si on ne peut pas montrer des drapeaux que l'on plante sur des villes que l'on conquiert, montrer qu'on inflige des coups malgré tout à l'adversaire. Oui. J'ajoute que le mois dernier, Volodymyr Zelensky, de façon très solennelle, a présenté au Parlement de son pays son plan pour la victoire, en disant notamment que si les Occidentaux permettaient à l'Ukraine d'aller frapper le territoire russe, il serait capable d'emporter la victoire dans cette guerre. On va écouter des soldats ukrainiens qui témoignent ces dernières heures et qui décrivent justement la poussée russe qu'ils vivent en ce moment même. Ce que nous faisons, c'est que nous protégeons l'ensemble du monde civilisé, car pendant que nous nous battons dans cette guerre, ils n'ont pas à faire cela. Leur peuple ne mourra pas, leurs villes ne seront pas bombardées. Tant que l'Ukraine tient bon, elle est en sécurité. Le retard de 6 mois dans la fourniture d'armes et de munitions a fait que nous ne sommes toujours pas en mesure d'arrêter l'ennemi et de stabiliser le front dans certaines régions, à savoir Pokrovsk, Chassiv Yar et plusieurs autres zones. Les Russes continuent toujours de pousser. Il n'y a pas de retour en arrière possible, car chacun d'entre nous comprend que si les Russes pénètrent de plus en plus profondément sur le territoire de l'Ukraine, il s'agira d'un génocide complet du peuple ukrainien. Hélène Bonnet, on imagine que ce sont des types de témoignages que vous avez pu entendre sur le terrain, vous qui étiez en Ukraine il y a encore quelques semaines. Est-ce que vous sentez quand même un discours qui commence à évoluer ? Je pense que ça correspond à ce qu'on entend, c'est-à-dire il nous parle des retards, souvent de l'aide, etc. Il faut toujours plus d'aide, c'est ce qu'on entend depuis le début de la guerre. C'est ce qu'on entend depuis le début. Mais ce que je pense, la vraie difficulté, c'est qu'on pourrait leur apporter toujours plus d'aide, toujours plus de moyens. Il y a besoin aussi de les libérer sur certaines actions, c'est-à-dire, vous l'évoquiez, cette autorisation de frapper en profondeur avec des armes occidentales sur le territoire russe. Ça, c'est quelque chose qui est même plus important pour les soldats. Ils nous en parlent beaucoup, ils nous expliquent qu'en fait, pour eux, s'ils ne peuvent pas répondre aux attaques russes, qui utilisent notamment des bombes planantes sur le front, c'est un vrai problème pour eux. Ils peuvent combattre, ils peuvent résister, ils peuvent essayer de freiner au maximum les Russes, mais ils n'ont pas la liberté de répliquer de façon beaucoup plus importante. Et en réalité, au-delà du nombre d'obus, etc., c'est aussi la liberté qu'ils ont d'action sur le terrain qui est importante pour eux. Oui, il sera question justement de ces missiles Storm Shadow qui pourront peut-être obtenir ce fameux feu vert des Américains.
cas, on en parlera dans quelques instants, mais d'abord, regardez cette dernière déclaration du commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Il s'appelle Syrski, le général Syrski. Il dit que la situation sur le front reste difficile et a tendance à s'aggraver. L'ennemi utilise son avantage numérique, continue de mener des actions offensives et concentre ses principaux efforts dans les directions de Pokrovsk et Kourakov. Alors, on va regarder sur la carte exactement à quoi ça correspond. Alors, l'armée pousse au niveau de Kourakov, je ne sais pas d'ailleurs si je le dis bien. Kourakove, merci beaucoup. J'avais eu un doute justement. Cette ville où sont restés 3000 habitants, les Russes en ont fait leur cible car... colonel, à une trentaine de kilomètres au nord, vous le voyez, se trouve Pokrovsk. Et Pokrovsk, c'est un nœud logistique et ferroviaire, et donc une cible pour les Russes. Oui, Pokrovsk, c'est un objectif très important, effectivement. Maintenant, ce qui se passe très concrètement, c'est qu'ils se concentrent plutôt sur ce qu'il y a au sud de Pokrovsk. Pourquoi ? Tout simplement parce que par la prise, notamment de Vuhledar au sud de ce terrain, ils ont formé une poche dans laquelle les Ukrainiens sont un peu enfermés, et qui est toujours très difficile à tenir parce que vous avez concentration des feux sur cette poche, et puis vous avez toujours le risque d'être encerclé, ce qui serait une catastrophe pour les Ukrainiens. Et donc, on anticipe que cette poche, assez rapidement, devra être évacuée par les Ukrainiens. Et c'est comme ça que, oui, effectivement, la progression russe s'accélère parce que ils martèlent de tous les côtés, ils progressent de tous les côtés, ils essaient de créer comme ça des poches, et puis ces poches sont obligées d'être évacuées, et c'est là que vous avancez beaucoup plus vite. Donc, à terme, oui, Pokrovsk, c'est l'objectif, mais ce sera pour le coup un objectif, c'est un véritable bastion, donc ce sera certainement beaucoup plus difficile à prendre. Et ça prendra certainement des mois, mais pour l'instant ils avancent partout où c'est possible en réalité. C'est ça, on appelle ça du flooding aussi, la pression permanente partout, et puis partout où c'est possible, multiplie les attaques pour essayer d'avoir le maximum de gains avant certaines échéances, avant l'hiver, avant les échéances éventuellement politiques qu'on évoquera, et ils avancent là où c'est le plus mou. Et c'est là aussi, comme je disais tout à l'heure, que les Ukrainiens cèdent facilement plus facilement le terrain plutôt que de se laisser piéger, de se laisser matraquer. Je reviens sur cet élément très technique. Les bombes volantes, ça c'est un élément technique qui a changé la guerre. Vous en avez 100 qui tombent en moyenne chaque jour sur les troupes ukrainiennes. C'est aussi puissant qu'un missile balistique. Et ça fait énormément de mal. Et puis les gens disent, effectivement, oui, si on avait eu des avions un peu plus tôt, on aurait peut-être pu contrer cette menace un peu plus tôt. On va pouvoir développer dans quelques minutes ce qu'il manque aux Ukrainiens sur place. D'abord, partons en Ukraine. On parlait de cette ville de Kourakove qui est en grande difficulté. On vient d'apprendre de nouveaux dégâts. La destruction d'un barrage. De nombreux villages sont menacés de se retrouver sous les eaux. C'est ce que vous nous confirmez, Stanislas Poyet. Alors, le barrage de la centrale thermique de Kourakove a bien été endommagé ce matin par des bombardements russes, selon le gouverneur de la région de Donetsk. L'eau de la rivière Vovcha serait montée d'1,20 m par endroit, sans pour autant entraîner d'inondation pour l'instant. Cependant, dans les médias ukrainiens, le chef de l'administration militaire de la ville s'est cependant inquiété des conséquences possibles pour les villages en aval du réservoir. Alors pour l'heure, il est difficile d'avoir davantage d'informations. L'intensité des bombardements russes dans la région rend toute expédition sur place extrêmement dangereuse pour les autorités locales. Kourakove est l'épicentre de combats très violents depuis quelques semaines. C'est l'un des points de poussée majeurs de l'armée russe dans la région de Pokrovsk. La ville est cernée sur 3 côtés et les forces russes, qui ne sont qu'à 3 km du centre-ville, menacent de parachever leur mouvement d'encerclement. Pour l'heure, il reste entre 700 et 1000 habitants à Kourakove, la plupart vivant dans les sous-sols d'immeubles, sans eau courante, ni chauffage ou ni électricité, subissant les frappes incessantes de l'artillerie et des drones russes. Merci beaucoup pour ces dernières précisions, Stanislas Poyet, en direct de Kiev, en Ukraine. Guillaume Roquette, c'est vrai que là, encore une fois, ce sont les civils qui sont touchés. C'est pas la première fois qu'il y a un barrage qui est détruit en Ukraine et qui fait beaucoup de dégâts. Je pensais notamment à certains habitants, notamment en Crimée, mais aussi dans des régions séparatistes pro-russes, qui disaient « Nous, on préfère la stabilité plutôt que la guerre ». Est-ce que certains habitants ne peuvent pas commencer à se le dire aussi quand on voit toujours plus de dégâts ? C'est facile à dire évidemment depuis les plateaux, mais quand on voit toujours plus de dégâts et toujours plus de victimes aussi liées à cette guerre qui n'en finit pas.
C'est vrai, je pense qu'il faut bien séparer ce qui relève des destructions d'équipements civils dans l'Ukraine, qui n'est pas le Donbass. Et là, pour le coup, on a vu que depuis 2 ans, c'était globalement inefficace. On se souvient que l'hiver dernier, les Russes concentraient leurs attaques sur des centres d'énergie pour empêcher les Ukrainiens d'avoir de l'électricité, du chauffage. Il n'y a pas eu pour autant de mouvement politique fort contre la guerre. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans le Donbass, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la guerre, elle dure depuis 10 ans. En fait, c'est en 2014 qu'il y a eu des soulèvements des pro-russes et un appui plus ou moins déguisé des hommes de Poutine pour arriver à l'annexion de ces oblasts de l'Est de l'Ukraine. Et donc, en plus, dans des régions qui sont historiquement russophones, il peut y avoir cette lassitude. Je suis très prudent parce que, évidemment, il n'y a pas de sondage et d'une personne à l'autre, probablement qu'en fonction des parcours personnels, des convictions, des générations aussi. On dit souvent que ceux qui sont plus âgés ont eu l'habitude, ils ont eu pendant tellement longtemps un passeport soviétique que pour eux, tout ça est assez normal. Mais je pense que oui, c'est aussi sur cet effet d'usure que veulent jouer les Russes. C'est ça, c'est sur cet effet d'usure, c'est ce que dit Guillaume Roquette, que en fait, c'est plutôt Vladimir Poutine qui tente aussi de gagner du temps en semant la terreur, notamment parmi les civils. Alors, gagner du temps, oui, effectivement, ça fait partie de la stratégie russe. Mais pour revenir sur ces populations, je me souviens, j'étais à Pokrovsk au mois de septembre. Tous ceux qui ont choisi le camp ukrainien, globalement, sont partis. Vous avez à Pokrovsk, ce qui reste, c'est des militaires. Ce sont des militaires. Et c'est une population qui, effectivement, soit n'a pas les moyens de partir, soit est assez âgée, a des liens avec la Russie, parce que vous avez beaucoup de Russes aussi qui sont venus travailler dans cette zone. Il y a une activité industrielle historique. Donc, et ces gens-là vous disent, que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, quelque part, alors certains attendent les Russes, mais certains s'en fichent complètement. Ils ne veulent pas abandonner leur maison. Effectivement, ils sont les premières victimes et ce sont ceux qui aspirent à ce que ce conflit s'arrête, peu importe quel camp l'emporte. Ça, c'est une réalité. Ouais, et puis, ces avancées russes, on le disait, se font au détriment de pertes records. On a des chiffres qui le montrent. Enfin, c'est l'état-major ukrainien qui annonce aujourd'hui 1770 pertes russes, soit plus de 710 000 Russes hors de combat depuis février 2022. C'est considérable, colonel. Oui, bien sûr, là, on parle de morts et blessés. Donc on voit bien que l'Ukraine est en difficulté. En revanche, elle arrive quand même à entraîner des pertes du côté russe. Alors, on est au niveau zéro de la stratégie. Quand on compte tuer le maximum de combattants ennemis, si on a que ça comme perspective, c'est effectivement le niveau zéro. Mais parfois, on est obligé d'être à ce niveau zéro de la stratégie, d'une certaine façon. Le but est très simple. Il faut tuer ou blesser gravement ou faire prisonnier 30 000 soldats russes par mois. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près le niveau de recrutement des Russes de l'autre côté. Donc si vous tuez plus de gens et si vous blessez plus de gens qu'il y en a qui sont formés en face, forcément, mécaniquement, vous affaiblissez l'armée en face. Si vous en blessez moins, vous êtes toujours dans un rapport de force défavorable. Donc il faut faire payer chaque kilomètre carré gagné de pertes les plus lourdes possibles aux Russes en essayant d'en éviter autant que possible pour son propre compte, ce qui n'est pas facile. C'est justement le chef d'état-major de la défense britannique qui l'annonçait aujourd'hui. Octobre a été le mois le plus meurtrier pour les Russes. On l'écoute. La Russie paie un prix extraordinaire pour l'invasion illégale de Poutine. Le mois d'octobre a été le plus meurtrier pour la Russie jusqu'à présent. En moyenne, plus de 1500 personnes ont été tuées ou blessées chaque jour. Tous les jours ? Chaque jour. Et ce, pour de minuscules portions de territoire. Hélène, c'est considérable. On parle de 1500 pertes en moyenne par jour. Alors, il ne s'agit pas que de soldats tués, mais aussi les blessés. On se demande quand même comment l'armée de Vladimir Poutine peut tenir à ce rythme. Oui, alors il faut être prudent sur les chiffres, parce que quand on est sur le terrain et effectivement qu'on voit les combats, on se demande comment ils arrivent à tenir une comptabilité aussi précise. Il faut être très prudent. Qu'il y ait beaucoup de pertes, les Ukrainiens sur le terrain l'expliquent en disant que les Russes envoient à l'assaut des petits groupes pour tenter
d'user les défenses ukrainiennes, aussi de révéler des positions ukrainiennes. Parce que quand vous devez vous défendre face à un assaut, quelque part, vous révélez votre position. Donc ça fait partie aussi, ce qu'on nous explique, d'une stratégie russe. Et effectivement, on parlait d'un grignotage qui s'est fait beaucoup plus rapide. On peut comprendre qu'il y ait beaucoup de pertes si la Russie tente de pousser au maximum sa chance dans cette zone de Pokrovsk. Et ça différencie aussi avec l'Ukraine, qui, à l'inverse, sur le terrain, on nous explique, les soldats nous disent, nos commandants nous disent, quand ça devient trop compliqué, de reculer, parce que l'Ukraine n'a pas cet avantage du nombre. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait d'épargner la vie des soldats, c'est que les soldats sont aussi une denrée rare pour l'Ukraine, et donc il faut éviter un nombre de pertes trop important, parce que derrière, ces hommes doivent tenir les lignes. Oui, Guillaume. Et ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est un argument que reprenait le chef d'état-major Alexandre Syrski dans la phrase qu'on montrait à l'écran tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il disait « Nous sommes en difficulté car les Russes ont un avantage numérique. Avec les Ukrainiens qui sont en exil aujourd'hui, il doit rester à peu près 30 millions de personnes, 30 millions d'habitants en Ukraine. Il y en a 140 millions en Russie. Et donc, ce déséquilibre-là, même si les Russes ont de fortes pertes, eh bien, c'est un avantage majeur. Effectivement, voilà, l'ennemi utilise son avantage numérique, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de morts et beaucoup de blessés, mais qui s'en foutent, pardon d'être un peu brutal, parce que de toute façon, ils ont les ressources, même si c'est compliqué de mobiliser. Et évidemment, s'il y a en plus des renforts nord-coréens, ça leur donne cet avantage de façon manifeste.